Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit disclaimer avant de commencer, cette vidéo n'est pas du tout adaptée aux personnes qui pourraient être heurtées par des sujets très dérangeants et très perturbateurs. Quand on évoque aujourd'hui le terme Eroguro, les images qui surgissent sont souvent extrêmes. On a des visages déformés, des scènes de torture, une sexualité violente, une absurdité graphique poussée parfois jusqu'au malaise. Dans l'imaginaire collectif, le Eroguro serait une forme de provocation visuelle, un choc esthétique destiné à bousculer le spectateur. Parfois, sans autre but apparent que l'excès lui-même. Car l'Eroguro, ou plus exactement l'Eroguro Nansetsu, tel qu'il émerge dans les années 1920-1930, n'est pas né ex nihilo. Il est l'expression d'un Japon urbain en pleine mutation. Un pays à la fois fasciné et terrifié par la modernité, tiraillé entre tradition et occidentalisation, entre l'attrait pour la consommation naissante et le vertige moral d'une société en quête d'identité. L'historienne Myriam Silverberg, dans son ouvrage de référence, ouvrage que je vous conseille d'ailleurs, Erotic Grotesque Nonsense, rappelle que cette culture de l'extrême n'est pas marginale. Elle est au contraire au cœur de la culture de masse japonaise de l'époque. C'est une culture du trouble, de la surcharge, du fragment. Une réponse à un monde en accélération constante où le montage, au sens cinématographique mais aussi social, devient une manière de vivre. Dans cette vidéo, nous allons donc remonter le fil du temps, revenir aux origines pour explorer les racines visuelles et littéraires de ce phénomène, souvent caricaturé, il faut bien l'avouer. Notre parcours débutera au Japon de l'ère Edo, avec les estampes érotiques, ce qu'on appelle les shunga. Nous traverserons ensuite l'époque Taisho et le début de l'ère Showa, période fondatrice de l'Eroguro Nansetsu. Enfin, nous examinerons comment cette esthétique ressurgit à travers le manga, l'art visuel underground et certaines figures clés de la culture contemporaine japonaise. Pour comprendre les origines de l'Eroguro japonais, il faut remonter à l'époque Edo, donc 1603-1868. Une période marquée par une intense production culturelle urbaine. Parmi les plus emblématiques, les shunga, littéralement, on peut dire images de printemps, occupent une place à part. Ces estampes érotiques, réalisées par certains des plus grands artistes ukiyo-e tels que Hokusai ou Utamaro, sont bien plus que de simples objets de plaisir. Elles témoignent d'un rapport au corps, au sexe, à la fiction et à un humour très éloigné de nos normes modernes. Les shunga étaient populaires, diffusés largement dans les villes comme Edo, donc l'actuel Tokyo en fait, Osaka ou Kyoto. Elles représentaient des scènes d'amour souvent explicites, parfois tendres, parfois burlesques, et toujours profondément ancrées dans le quotidien des classes populaires ou des milieux flottants du plaisir. Ce qui frappe particulièrement, c'est la part de grotesquerie, on peut dire ça comme ça, qui traverse nombre de ces créations. Les organes sexuels sont démesurés, les postures sont invraisemblables, les situations sont absurdes, l'humour et l'exagération y sont omniprésents. On y trouve des scènes où les sexes masculins prennent une taille surnaturelle, des rapports sexuels entre humains et créatures fantastiques. Tout le monde se souvient de la fameuse estampe de Kusai avec un poulpe géant. Des caricatures de vieillards lubriques ou de femmes monstrueusement excitées. Cette dimension grotesque, bien que souvent
ludique révèle une liberté de représentation, un jeu avec les normes, un goût pour l'outrance qui anticipe certains ressorts du Hello Goulot moderne. Loin d'être marginal, ces images participaient à une culture visuelle riche et multiforme, où le rire, le désir et le bizarre se mélangeaient sans hiérarchie stricte. Comme le rappelle le rapport du Nichi Bunken sur l'exposition Shunga du British Museum en 2013, ces œuvres, je cite, ne relevaient pas d'un regard unique sur le sexe, mais plutôt d'un éventail de discours mêlant plaisir, parodie, provocation et même poésie. Ainsi, bien avant l'émergence de l'Hello Goulot Nansensu, dans les années 1930, les shunga offrent déjà les premiers indices d'un regard japonais spécifique sur le corps. Un regard qui assume l'ambivalence, qui se joue du bizarre amplifié et qui fait du sexe non pas un tabou, mais un espace d'exploration graphique et symbolique. Comment cet imaginaire ludique devient-il une esthétique provocante dans le Japon moderne? Plongeons dans l'ère Taisho et l'émergence du Hello Goulot Nansensu. Dans le Japon du début de l'ère Showa, au tournant des années 1920-1930, un curieux terme fait son apparition dans la presse et les revues culturelles. Le Hello Goulot Nansensu, qu'on pourrait dire le Hello Goulot Nonsense. Littéralement, érotisme, grotesque et non-sens. Trois notions qui, combinées, donnent naissance à un courant culturel et artistique, à la fois underground, provocateur et fascinant. Ce n'est pas un mouvement organisé, ni un style au sens strict, mais une tendance à représenter ce qui trouble, ce qui dérange, ce qui fait rire jaune. Le corps déformé, la sexualité exagérée, la souffrance mise en scène avec humour absurde, l'Hello Goulot Nansensu est le fruit d'une époque finalement troublée. Décomposons brièvement les trois éléments du terme. Le héros, il désigne l'érotisme, dans ses formes les plus déviantes et marginales. On ne parle pas ici de sensualité raffinée, mais d'une sexualité brute, parfois perverse, souvent entremêlée de violence, de fétichisme ou d'humour noir. C'est un érotisme transgressif, en quelque sorte. Il y a le goulot, alors abréviation de grotesque. Ce terme regroupe les images de difformité, de mutilation, de corps souffrants ou bizarres. Il évoque les monstres, les freaks, les visages masqués, les anomalies physiques. C'est le versant visuel le plus dérangeant du triptyque. Et le Nansensu, traduction directe de nonsense, donc qui n'a pas de sens, entre guillemets, et ce mot est là pour désigner l'absurde, l'humour noir, le non-sens volontaire. C'est ce qui permet au courant de s'alléger, de ne pas sombrer dans le tragique pur. Le Nansensu est la soupape qui permet l'exagération, la caricature et le décalage ironique. Nous nous trouvons alors à Tokyo, dans les années qui suivent le grand séisme de 1923. Le pays se modernise à une vitesse fulgurante, fortement influencé par l'Occident. Cinéma, jazz, psychanalyse, surréalisme, roman noir, tout semble arriver finalement simultanément. Dans ce contexte, l'Hello Goulot Nansensu peut être interprété comme une réponse à ce trouble, une manière de ritualiser l'absurde, de rejouer les tensions entre anciens et nouveaux sous forme de fantasmes et de grotesque. L'Hello Goulot Nansensu reflète ce désordre ambiant. On y met en scène
des figures de femmes fatales, des hommes déformés par le désir, des scènes de crime, de folie ou encore de perversion. Le tout est souvent traité avec un ton grinçant, voire burlesque. Il ne s'agit pas seulement d'horreur brute, c'est une horreur ironique baroque, volontairement dérisoire. Le terme devient à la mode en 1930, popularisé par les journaux, les revues d'art et même certains dictionnaires satiriques de la vie moderne. Dans la revue Kinsei Jinbutsu Jiten ou dans les colonnes de journaux comme Tokyo Asahi, on inventorie les manières dont cette folie de l'étrange contamine la littérature, le théâtre, le roman feuilleton. Elle imprègne les revues illustrées, les théâtres de revue, les cafés-concerts et les dance halls. Autant d'espaces où l'anormal, le risqué, le visuel et le sensuel se croisent dans un cadre accessible finalement au grand public. Les auteurs cités sont souvent les mêmes: Edogawa Ranpo, Yumeno Kiyosaku, les pionniers de la culture urbaine moderniste. Mais le Eroguro Nansetsu est plus qu'une simple mode. Selon l'analyse de Tsuyoshi Namigata de l'université de Kyushu, il s'agit d'un véritable espace de traduction culturelle, où le Japon absorbe finalement les influences occidentales tout en les déformant dans les rues de Tokyo, dans les spectacles de café-concerts et dans les revues illustrées. On voit apparaître une esthétique qui fait penser au surréaliste, à la presse noire française, mais aussi au dessin de presse new-yorkais. C'est un Japon qui se déguise, qui caricature l'Occident tout en s'en imprégnant. Le nansensu, c'est-à-dire l'absurde ou le non-sens, joue ici un rôle essentiel. Il autorise l'exagération, la folie douce, la déformation symbolique. Il est la clé qui permet à l'eroguro de ne pas sombrer dans le pathos ou le malsain gratuit. Il donne de la distance et transforme la peur en spectacle, le vice en caricature. Dans ce contexte, l'eroguro nansensu devient un miroir, celui des angoisses d'un Japon qui doute, qui se modernise trop vite, qui perd ses repères traditionnels. C'est aussi une forme de libération qui permet de parler de sexualité, de pulsion, de violence, sous couvert de fiction et d'humour. C'est un exutoire, en quelque sorte, une catharsis esthétique. Parmi les figures majeures de cette époque, un nom domine: Edogawa Ranpo, inspiré d'Edgar Allan Poe, dont il pastiche volontairement le nom. Ranpo est un pionnier du roman policier japonais, mais surtout un écrivain obsédé par le corps, la perversion et les détours les plus sombres de la psyché humaine. Son œuvre brouille sans cesse la frontière entre crime, érotisme et monstruosité. L'une de ses nouvelles les plus emblématiques, Ningen Itsu, donc le fauteuil humain, constitue un véritable manifeste pour le grotesque charnel. Un homme difforme, menuisier de métier, il raconte comment, rongé par un désir inavouable de contact avec la jambe féminine, il s'est dissimulé à l'intérieur d'un fauteuil commandé pour un grand hôtel. De l'intérieur, invisible, il ressent les frissons des clientes qui s'asseyent sur lui, jusqu'à tomber amoureux d'une femme qu'il ne fait que toucher par procuration. Le texte est construit comme une lettre de confession adressée à cette femme. Il joue sur une ambiguïté constante. Le narrateur est-il réel? Est-ce que c'est une fiction dans la fiction? La nouvelle se termine d'ailleurs par un twist
qui bascule dans le non-sens, caractéristique du Nansensu. La lettre était en fait une nouvelle qu'un auteur inconnu soumettait à la lecture. Dans cette œuvre, on retrouve tous les ingrédients du Eroguro Nansetsu. Le fantasme érotique obscur, l'homme qui désire sans être vu à la limite du fétichisme pathologique, le grotesque corporel, le corps dissimulé dans un meuble, la normalité physique finalement, le non-sens narratif, la chute absurde, l'ambiguïté de la voix. Ce n'est pas une horreur viscérale, mais une horreur psychologique, feutrée, presque élégante, et donc d'autant plus dérangeante. La fascination vient de l'écart entre l'apparence policée et la pulsion sous-jacente. Ranpo devient ici une figure centrale non seulement du genre policier, mais de cette esthétique de l'étrange où l'intime devient inquiétant, où l'érotisme est lié à l'anormal. Il influencera d'ailleurs des artistes des générations suivantes du eroguro visuel, notamment Suehiro Maruo. Au-delà de la littérature, ce goût pour le bizarre et l'interdit s'exprime dans de nombreuses publications spécialisées de l'époque. Plusieurs revues au titre évocateur comme Hentai Seiyoyoku, donc désirs sexuels anormaux, Sei to Shakai, donc sexualité et société, ou encore Seiron, donc la théorie de la sexualité, abordent frontalement les questions de sexualité déviante, d'obsession et de perversion. Elles empruntent souvent un ton mêlant curiosité scientifique, enquête sociale et voyeurisme déguisé. Ces revues popularisent des termes comme tosake, désignant la perversion ou l'inversion du désir, akueki, littéralement vice ou mauvaises habitudes, ou encore ryoki, mot-clé du genre qui évoque une quête fascinée du macabre, de l'étrange, du monstrueux. Ces termes structurent un imaginaire collectif. Dans ce climat, l'État commence à réagir. Et oui, forcément. La condamnation morale de certaines scènes dites huin, jugées honteuses ou indécentes, se traduit parfois par de la censure ou par la fermeture de revues. L'étrange, le sexuel, le difforme deviennent des objets de débat public, entre attrait irrésistible et condamnation officielle. Parallèlement à ces productions littéraires et éditoriales, un artiste visuel se distingue par son approche singulière et radicalement différente, et très radicale aussi, du corps de la femme. C'est Seiyu Ito. Considéré comme l'un des précurseurs du eroguro graphique, Ito est célèbre pour ses shibari-e. Donc, le shibari est l'équivalent, en quelque sorte, du bandage, mais version japonaise. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à commenter et à le demander. Donc, ces illustrations de figures féminines ligotées, suspendues ou torturées, réalisées dans un style minutieux qui allie documentation historique et une fascination pour le macabre esthétisé. Alors, il a été actif dès les années 1910. Seiyu Ito participe à l'élaboration des bases d'un imaginaire visuel fait de souffrance, mise en scène évidemment, de silhouettes contraintes et de récits picturaux où se mêlent passion et punition. Dans l'une de ses œuvres les plus connues, il peint l'exécution de O-Hichi, jeune fille condamnée au bûcher, en accentuant la posture, l'expression figée
et la mise en scène théâtrale du supplice. Chez Ito, d'ailleurs, comme chez Ranpo, le grotesque est indissociable d'un certain raffinement graphique. Ce n'est pas un choc gratuit, mais une esthétique dérangeante qui cherche à explorer les marges de la douleur, du désir et de la mémoire collective. Ce foisonnement éditorial et théâtral prépare en quelque sorte le terrain pour ce qui va suivre. Car bientôt, l'un des faits divers les plus célèbres de l'histoire japonaise va faire basculer ces thèmes, jusqu'alors confinés dans la fiction, dans le monde réel. Une histoire de passion, de sexe et de mort qui incarnera de manière brutale l'esthétique Eroguro dans la vie même. L'affaire Abe Sada. Le 18 mai 1936, une affaire secoue le Japon tout entier. Sada Abe, ancienne geisha devenue serveuse, tue son mari, Kichizo Ishida, par strangulation au terme d'un acte sexuel, puis mutile son cadavre en lui sectionnant les organes génitaux qu'elle emporte avec elle. Elle erre dans Tokyo pendant plusieurs jours, gardant les attributs d'Ishida dans son sac, jusqu'à son arrestation le 20 mai. Lors de son interrogatoire, elle déclare « Je l'aimais tellement que je voulais qu'il m'appartienne totalement, qu'il vivait et il pouvait encore aller vers d'autres femmes. Alors, je l'ai tué. » En quelques heures, l'affaire devient une obsession nationale. La presse s'empare de l'histoire avec frénésie. En pleine période de tension politique, quelques mois après l'incident militaire du 26 février 1936, le public se jette sur un fait divers sexuel et sanglant comme une soupape émotionnelle. Pour beaucoup, l'histoire de Sada devient un roman réel, un fantasme de possession absolue, une transgression totale des normes sexuelles et sociales. Le nom de Sada Abe se répand partout, de la presse à sensation aux conversations de rue. Dans les cercles intellectuels, l'affaire est rapidement récupérée. Le style Eroguro Nansensu, alors en pleine vogue, trouve dans l'acte de Sada une incarnation réelle de ses obsessions. L'amour fou, la chair, la déformation, la folie douce. Le lien est tel que pour les années suivantes, l'imaginaire collectif assimilera souvent le nom d'Abe Sada à l'esthétique éro-grotesque elle-même. L'affaire résonne d'autant plus fortement qu'elle se produit dans un Japon tiraillé entre modernisation urbaine, montée du nationalisme et crispation des mœurs. Le corps de la femme, ici littéralement meurtrier, devient un terrain de conflit idéologique entre tradition et désir, entre soumission attendue et autonomie redoutée. La mutilation du sexe masculin par une femme est perçue comme une attaque symbolique contre l'ordre établi. Ce n'est pas seulement un fait divers sordide, mais bien un traumatisme collectif, et cette onde de choc continue de hanter la culture japonaise jusqu'à aujourd'hui. Des films comme La véritable histoire d'Abe Sada de Tanaka en 1975 ou le fameux Empire des sens d'Oshima en 1976 viendront réactiver cette fascination pour la possession extrême, l'amour jusqu'à la mort, l'érotisme jusqu'au délire. L'affaire Sada Abe marque un tournant dans l'histoire de l'Eroguro, un passage du fantasme à la réalité, où l'amour fou et le grotesque se rencontrent dans un drame national. Après la guerre, cet imaginaire va se transformer
devenant plus sombre et plus viscéral. Après la guerre, l'esthétique Erogulo connaît une mutation profonde. Le terme Erogulo Nonsensu, qui évoquait un cocktail d'érotisme, de grotesque et d'absurdité ironique, tend à disparaître des usages. Ce qui subsiste, ce sont les deux premières composantes, l'ero et le gulo. Mais elles se chargent d'une atmosphère plus lourde, plus noire, moins teintée d'humour ou de distance. L'absurde, léger, cède sa place à un malaise plus viscéral, plus frontal. Dans les années 1950 à 1970, cette mutation s'observe de manière particulièrement nette dans le cinéma japonais. Le registre érotique des représentations féminines, déjà présent dans les romans ou les gravures d'avant-guerre, devient central dans les films d'exploitation. Ainsi, dans le cinéma d'après-guerre, les hamas, en fait c'est les femmes plongeuses, jadis symboles de pureté maritime, deviennent des figures hypersexualisées, leur physique mouillé et en sueur servant de prétexte à un érotisme visuel souvent agressif. Cette transition s'incarne dans une série de films à l'esthétique trouble, aux titres explicites et aux affiches racoleuses. Parmi eux, donc, il y a Ama no Shinritsu, le frisson des hamas, ou alors Itokue Ama, l'ama cannibale, ou encore Ama no Bakemono Yashiki, donc la maison hantée des hamas. Ces films combinent fétichisme, une forme de violence latente et récits de survie ou de possession surnaturelle. La figure de la femme y devient un lieu de projection de l'angoisse masculine. Cette évolution s'inscrit aussi dans un contexte de concurrence accrue au sein de l'industrie cinématographique. Face à l'érosion de la fréquentation des salles et à la montée de la télévision, les studios japonais misent sur des productions à petit budget plus sensationnalistes. C'est ainsi que naît le genre du Pinku Eiga, ou cinéma érotique soft. D'ailleurs, comme je l'ai fait pour un autre terme avant, le shibari, si le sujet des Pinku Eiga vous intéresse, vous pourrez m'en faire part dans les commentaires. Donc, le genre du Pinku Eiga, dans lequel s'engouffrent de nombreux réalisateurs, l'Erogulo y trouve un terrain favorable, notamment dans ses hybridations avec l'horreur, la folie ou le fantastique. Des figures comme Teruo Ihii s'imposent rapidement comme les maîtres de ce cinéma à la frontière de l'expérimental, du kitsch et du sadisme esthétisé. Ces films, notamment la série Joys of Torture de 1968 à 1971, ou alors Horrors of Malformed Men 1969, incarnent cette mutation. Ces scènes de torture finement orchestrées, des décors expressionnistes, des intrigues délirantes et une sexualité envahissante, toujours ambiguë. Le gulo y devient une esthétique baroque où souffrance et plaisir se confondent. La critique à l'époque est partagée, certains y voient une décadence vulgaire, d'autres une manière de faire éclater les carcans du cinéma traditionnel. Mais tous reconnaissent que le Japon des années 60 et 70 est un laboratoire visuel où l'Erogulo devient un langage à part entière, commercial, politique et sexuel. Enfin, cette période marque aussi l'émergence d'un Erogulo plus marginal, plus underground, à travers le manga avant-gardiste. Des auteurs comme Tsuge Yoshiharu vont explorer des univers psychologiques et parfois grotesques,
où le malaise intérieur et l'absurde prennent le pas sur l'horreur explicite. Enfin, des figures comme Suehiro Maruo s'emparent frontalement du grotesque à connotation sexuelle pour façonner des récits cauchemardesques et baroques, où l'érotisme se conjugue avec la cruauté et l'onirisme. Le corps, invariablement, demeure au centre, fragmenté, torturé, désiré, et profondément ambigu. Dans les années 1980 à 1990, le Eroguro ressurgit sous une forme renouvelée, plus stylisée, plus radicale, portée par une nouvelle génération d'artistes visuels. Il devient un véritable langage graphique. À la croisée du manga, de l'art contemporain, du théâtre et du cinéma expérimental, le rire noir, la cruauté dessinée, le fétichisme visuel, le malaise cérébral, tout se concentre dans une forme d'art extrême mais cohérente. 3 noms illustrent cette renaissance, donc Suehiro Maruo, Shintaro Kago et Hiroshi Arada. Commençons donc par Suehiro Maruo, sans doute l'un des artistes les plus emblématiques du Eroguro contemporain, influencé par Edogawa Ranpo, dont nous avons parlé avant, les films expressionnistes allemands, le symbolisme européen et la peinture décadente. Maruo développe un style unique, un dessin minutieux, presque classique, où surgissent des scènes d'une violence glaciale, d'une sexualité trouble et de beauté morbide. Ces récits, souvent situés dans le Japon Taisho ou dans un monde pseudo-historique, mettent en scène des corps mutilés, des enfants pervers, des poupées humaines, des travestissements cruels. Chez Maruo, l'érotisme ne vise pas à exciter, mais à troubler. Il est intimement lié à la mort, à la perte d'identité, à la déformation mentale. Des œuvres telles que L'Enfer en bouteille, d'ailleurs adaptée de Yumeno Kiyosake, Vampire ou La Chenille, illustrent ce glissement. On n'est plus dans le registre du grotesque pour rire, mais bien dans une sublimation de l'horreur. Tout est stylisé, figé, mais profondément dérangeant. Le plaisir de lecture se teinte d'une gêne, d'un silence, comme si l'image était trop belle pour être supportable. À l'autre extrémité du spectre, mais dans la même lignée, on trouve Shintaro Kago, souvent qualifié de gourou cérébral. Son style plus contemporain mêle absurdité graphique, construction métanarrative et satire sociale. Kago déconstruit le corps, la page, la narration elle-même. Ces personnages explosent, se dédoublent, se réécrivent, sont manipulés par leurs auteurs ou par des règles absurdes. Il y a chez lui du Dali, du Escher, mais aussi du Monty Python. Un mélange de techniques impeccables et de folie destructrice. Shintaro Kago ne cherche pas tant à choquer qu'à désorienter. Il transforme le gourou en une machine logique pervertie en démontant les conventions du manga pour en révéler la mécanique et la cruauté implicite. C'est un artiste du malaise intellectuel autant que visuel. Son influence dépasse aujourd'hui le Japon. On retrouve son esthétique dans la mode, les affiches, les clips et les objets design. Il est devenu une icône de l'anormal contemporain. Il faut aussi évoquer le réalisateur Hiroshi Arada et son film culte La jeune fille aux camélias, Shoujo Tsubaki 1992. Ce long métrage d'animation autoproduit, adapté d'un manga de Suehiro Maruo, est une œuvre d'art totale réalisée seul avec des moyens dérisoires. Le film mêle collage, rotoscopie,
peinture animée et bande-son omniprésente et oppressante. Il raconte l'histoire d'une jeune fille livrée à une troupe de freaks dans un Japon de foire grotesque et cruelle. C'est un chef-d'œuvre de violence mentale et esthétique, interdit dans de nombreux circuits commerciaux, mais culte dans les milieux alternatifs. Shoujo Tsubaki condense à lui seul l'essence de l'Eroguro contemporain. Sexualité infantilisée, monstruosité sociale, cruauté ritualisée avec art et beauté picturale. Le film incarne une forme de résistance artistique, une volonté de choquer non pour provoquer gratuitement, mais plutôt pour rappeler que l'être humain, surtout l'enfant, la femme, le marginal, demeure toujours un lieu de pouvoir, de contrôle et de peur. Le Eroguro contemporain est ainsi devenu un répertoire de formes. On le cite, on le pastiche, on l'expose, parfois on le censure. Il est banalisé, sans perdre sa charge critique. Il parle toujours du corps, du désir, du monstre. Mais désormais, dans un monde où l'image elle-même est monstrueuse. Le Eroguro, par sa nature même, suscite débat. Pour certains, il ne serait qu'une provocation gratuite, un empilement de scènes dérangeantes, une esthétique choc. Pour d'autres, au contraire, il constitue un espace d'exploration de l'inconscient collectif, comme on l'a vu. Une manière de mettre en scène nos pulsions, nos tabous, nos contradictions. Nous voici au terme de ce voyage dans l'univers troublant du Eroguro, des estampes érotiques de l'époque Edo, où le grotesque flirtait avec l'humour, au récit cauchemardesque de Suehiro Maruo et Shintaro Kago. Le Eroguro, cependant, ne s'arrête pas à Suehiro Maruo et Shintaro Kago. Si vous souhaitez aller plus loin, voici une sélection d'auteurs et d'œuvres que je vous ai fait particulièrement, parfois cruelles, parfois poétiques, mais toujours dérangeantes. Je tiens à préciser que ces œuvres ne sont pas accessibles à tous. Elles sont très dérangeantes et elles peuvent perturber. Donc nous avons La jeune fille aux camélias, L'enfer en bouteille de Suehiro Maruo. Donc Suehiro Maruo, un pilier du genre, esthétique décadente, érotisme cru, violence sublimée, à lire pour comprendre ce qu'est l'Eroguro, peut-être dans sa forme la plus picturale. Shintaro Kago, donc avec l'œuvre Fraction, le chirurgien du grotesque cérébral, on pourrait ainsi l'appeler comme ça, dissection de corps ou de la narration elle-même, déroutant, brillant, souvent drôle à sa manière. On a aussi Toshio Saeki, le maître de l'illustration érotico-horrifique. Ses dessins, souvent muets, sont des cauchemars d'encre, désir, tabou, onirisme noir. Takato Yamamoto, donc avec Coffin of a Chimera, représentant de la Heisei esthétique. Il propose une vision plus symboliste du Eroguro, élégance morbide et érotisme funéraire. Usumaru Furuya, Litchi Kari Club, donc un manga assez connu. C'est une œuvre charnière inspirée directement de Ranpo et Maruo, des enfants soldats, un totalitarisme adolescent, des corps brisés et théâtre des ombres. Edogawa Ranpo, donc le fauteuil humain. Ici, évidemment, c'est la racine littéraire du Eroguro. Fantasme d'enfermement, pulsion inavouée, psyché fêlée. Le Eroguro commence ici dans le crime et l'imaginaire. On a aussi Kyosaku Yumeno avec Dogra Magra, un roman monstrueux de 1935 avec de la schizophrénie, mémoire, inceste, absurdité. C'est sans doute l'un des textes les plus déconcertants du Japon moderne et je vous le conseille très fortement. Il y a Shozo Numa qui a fait Yapu Bétail Humain, un roman sadomasochiste radical, dérangeant, subversif, cérébral, le fantasme d'une humanité soumise dans un futur noir
et fétichiste. Celui-là, je tiens à vous prévenir, il est extrêmement violent. Kazuichi Hanawa, La demeure de la chair. Pareil, c'est un manga, alors pareil, à ne pas mettre entre toutes les mains, clairement pas. C'est un manga expérimental et glacé. Rituel, douleur, esthétisme clinique. Voilà, c'est vraiment à découvrir pour comprendre la phase froide du Hello des années 1970. Une autre œuvre magistrale, c'est Le labyrinthe des rasoirs de Jun Hayami. C'est du goulot extrême, pornographique, fétichiste. Et là, vraiment, c'est pour âme sensible s'abstenir. Clairement, pour qui veut explorer les zones les plus sombres du genre. Alors, bien sûr, il y a beaucoup plus sombre, mais après, on tombe sur des œuvres très underground. Il y a The Love of the Brute, donc de Hiroaki Samura. Une rare incursion dans le grotesque sexuel pour l'auteur de L'habitant de l'infini. Court, dérangeant, mais d'une beauté sinistre. Kazu Yuzuki. Donc, elle a écrit Mirage d'été et Des courges par milliers. C'est une voix plus douce, plus poétique. Corps, désir et malaise en sourdine. L'autre versant finalement du Hello Goulot, féminin, mélancolique, mais très intéressant à parcourir. Chacun de ces artistes explore une facette du Hello Goulot, l'obsession, la peur, le désir, la cruauté, le rire nerveux. Ce ne sont pas des lectures confortables, clairement, je vous ai prévenu, mais si vous êtes prêt à franchir le seuil, c'est un univers inoubliable qui s'offre à vous. Si ce voyage dans l'étrange vous a captivé, abonnez-vous pour d'autres explorations culturelles et dites-nous en commentaire quelle œuvre Hello Goulot vous a le plus marqué et que pensez-vous de ce courant. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plonger dans d'autres univers inattendus, entre underground assumé, marché de niche et influence transversale sur la culture globale. Le Hello Goulot poursuit son étrange métamorphose.